sommes le 25 décembre 1920 dans la salle du manège, située rue Nationale à Tours. Le 18e congrès du Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, CFIO, va commencer. Maurice Laporte, âgé de 23 ans, responsable des jeunesses du parti et un des rares ouvriers à être là, a présenté son mandat de délégué. Il a croisé dans la cour 3 camarades, Royo Schoen, Charles Rapoport et Yvonne Sadoul. Cette dernière est l'épouse de Jacques Sadoul, ce militaire, ancien avocat, envoyé dans le cadre d'une mission militaire en Russie en 1917 et qui a embrassé la cause de la Révolution. Il est l'un des fondateurs de la Troisième Internationale. Charles Rapoport a participé à la campagne électorale de 1919. Il s'adressait ainsi à ses auditeurs. Savez-vous, citoyens, pourquoi on appelle dépouillement la dernière formalité du scrutin ? C'est qu'à ce moment précis, on vous dépouille pour 4 ans de votre souveraineté au profit de Tartampion, candidat. Et pendant ces 4 années, il peut vous couper en morceaux en vous envoyant à la guerre pour remettre ça. Il peut aussi vider vos poches par l'impôt sans que vous puissiez changer votre élu. Il est votre maître. Il croise des délégués des Bouches-du-Rhône qui, comme beaucoup de membres du Parti socialiste, ont des allures de notables. Il salue aussi Paul Vaillant-Couturier, à gauche sur la photo, journaliste, futur député communiste et futur maire de Villejuif, qui est à côté de Ludovic Oscar Frossard, secrétaire général du Parti socialiste, qui deviendra le premier secrétaire général de la section française de l'Internationale communiste. Il quittera le Parti communiste début 1923 et finira par revenir avec les socialistes afin de faire une carrière de politicien respectable. Il entre dans la salle et croise un jeune anamite d'une trentaine d'années, discret et d'apparence timide. Il a appris à surmonter son trac en fréquentant la section du 9e arrondissement du Parti socialiste. Il s'appelle Nguyen Ait Kak et deviendra le grand Ho Chi Minh. À droite s'installent ceux qui ont défendu la politique d'union sacrée pendant la guerre et qui sont opposés à l'adhésion à la Troisième Internationale autour de Léon Blum, Jules Guesde et Albert Thomas. Le centre est occupé par ceux qui, autour de Jean Longuet et Paul Faure, sont pour une adhésion sous plusieurs conditions à la Troisième Internationale. Maurice Laporte se dirige, comme l'ensemble de ceux qui sont pour l'adhésion à la Troisième Internationale fondée l'année précédente, vers la gauche de la salle. Il y voit aussi Marcel Cachin, qui, après avoir soutenu la politique d'union sacrée et la guerre, a finalement rejoint les partisans de l'adhésion, mais qui reste qualifié de centriste. En effet, les plus fervents partisans de l'adhésion sont absents, car ils ont été emprisonnés à la santé par un gouvernement qui craint leur action de soutien aux mouvements sociaux qui ont agité le pays en 1919 et 1920. Cependant, Fernand Loriot, Boris Souvarine et Pierre Monat, le fondateur de la Vie ouvrière, ont pu, depuis leur prison, participer à la rédaction d'une motion d'adhésion qui sera présentée en commun avec Marcel Cachin et Frossard. Tout le monde a encore en tête cette guerre qui a débuté 6 ans et demi auparavant. On en connaît les raisons. La révolution industrielle s'est accélérée pendant le dernier quart du XIXe siècle en entraînant des rivalités commerciales, financières et économiques en Europe et des rivalités coloniales malgré la conférence de Berlin de 1885 qui avait consacré le partage de l'Afrique entre les grandes puissances européennes, et il en a été de même pour le partage de l'Asie à la fin des années 1890. Comme l'a écrit Stefan Zweig dans Les rayons et les ombres sur l'Europe, les industriels français, qui gagnaient gros, menaient une campagne de haine contre les Allemands, qui s'engraissaient de leur côté, parce que les uns et les autres voulaient livrer plus de canons, les Krupp et les Schneider du Creusot. Les compagnies de navigation hambourgeoises, avec leurs dividendes formidables, travaillaient contre celles de Southampton. Les paysans hongrois contre les Serbes, les grands trusts les uns contre les autres. La conjoncture les avait tous rendus enragés de gagner toujours plus dans leur concurrence sauvage. Anatole France n'écrira qu'en 1922 sa fameuse lettre à Marcel Cachin, devenu directeur de l'Humanité, au sujet d'un livre de Michel Corday intitulé « Léo Fourneau ». Je cite : « La guerre mondiale fut essentiellement l'œuvre des hommes d'argent.
Ce sont les hauts industriels des différents États de l'Europe qui, tout d'abord, la voulurent, la rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur État, mirent en jeu leur fortune, en tirèrent d'immenses bénéfices, et s'y livrèrent avec tant d'ardeur qu'ils ruinèrent l'Europe, se ruinèrent eux-mêmes et disloquèrent le monde. Ainsi, ceux qui moururent dans cette guerre ne surent pas pourquoi ils mouraient. Il en est de même dans toutes les guerres, mais pas au même degré. Ceux qui tombèrent à Jemmapes ne se trompaient pas à ce point sur la cause à laquelle ils se dévouaient. Cette fois, l'ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Ces maîtres de l'heure possédaient les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes. Des usines, des banques, des journaux. Michel Corday nous montre comment ils usèrent de ces trois machines à broyer le monde. Fin de citation. L'Internationale socialiste, la deuxième internationale, avait bien voté une motion à son congrès de Stuttgart en 1907. Un texte s'opposant à la guerre qui se profilait, rédigé d'une façon tellement vague qu'il en devenait inutile, d'autant que les principaux dirigeants socialistes s'étaient embourgeoisés depuis longtemps. Les termes de révolution, de prolétariat et de socialisme n'étaient réservés qu'aux grands discours. Au congrès de Bâle, en 1912, après une envolée lyrique dont Jaurès avait le secret, une nouvelle déclaration sera adoptée demandant aux travailleurs de tous les pays d'opposer à l'impérialisme capitaliste la force de la solidarité internationale du prolétariat. Cependant, l'énorme majorité de ces mêmes délégués va se vautrer dans la politique d'union sacrée avec leur bourgeoisie nationale en désignant aux travailleurs de leur pays, ceux du pays voisin, comme ennemis. Il n'y aura aucun appel à la grève dans aucun pays. Alors que la guerre est presque là, le journal de Jaurès, l'Humanité, ne publiera aucun appel à la grève contre la guerre au cours du mois de juillet 1914. On y trouve une déclaration, une de plus, publiée le 17 juillet, précisant que, pour prévenir et empêcher la guerre et imposer l'arbitrage aux gouvernants, la majorité du Parti socialiste considère comme particulièrement efficace la grève générale simultanément et internationalement organisée. Ils oubliaient simplement d'appeler à cette grève générale. On y trouve aussi une courtoise protestation contre l'interdiction d'un meeting organisé par la CGT le 29 juillet en opposition à la guerre, et une dernière déclaration publiée le 30 juillet du Bureau socialiste international faisant obligation aux prolétaires de toutes les nations intéressées de poursuivre et d'intensifier leurs démonstrations contre la guerre et pour la paix, sans jamais indiquer ce qu'il fallait faire à ces mêmes prolétaires. Jaurès lui-même, au cours de ce même mois, se dit confiant dans la réaction de la classe ouvrière face à la guerre, mais sans préparer cette réaction. Il finira par courir rencontrer le président du Conseil, Viviani, le 30 juillet, pour tenter de le convaincre avant d'être abattu le lendemain au Café du Croissant. Pour la France, la guerre commence début août. Dans chaque pays, l'union sacrée est proclamée et les socialistes s'alignent sur leur bourgeoisie nationale. En France, 3 dirigeants du Parti socialiste vont entrer au second gouvernement Viviani le 26 août 1914. Marcel Sembat, avec Léon Blum comme chef de cabinet, Marcel Sembat sera ministre des Travaux publics. Jules Guesde, ministre sans portefeuille, et Albert Thomas, chargé de l'artillerie et de l'équipement militaire. Albert Thomas sera ainsi en contact étroit et constant avec nombre d'industriels de premier plan, dont Robert Pinault, secrétaire général du Comité des Forges et futur représentant patronal au conseil d'administration du Bureau international du travail. Henri de Peyerimoff, secrétaire général du Comité central des houillères de France. Louis Renault, qui grâce à Albert Thomas produisait 36 000 obus de 75 par jour. Ou encore René Duchemin, qui devint président de la Confédération générale de la production française. Comme quoi, l'union sacrée pouvait être rentable pour ceux qui savaient y faire, et comme on sait remercier les compétences, Albert Thomas prendra la tête de l'Organisation internationale du travail en 1919. Pendant que des jeunes allaient se faire tuer en croyant défendre leur pays, les industriels s'enrichissaient d'une manière scandaleuse
en formant les futures multinationales d'aujourd'hui. Et ceci avec la bénédiction des dirigeants socialistes. Ce qui est vrai pour les industriels français l'est tout autant pour les industriels allemands qui profitent de la complicité des dirigeants socialistes de leur pays. En France, Albert Thomas facilite les passations de commandes et les millions tombent dans les poches des grands industriels au même rythme que les jeunes tombent sur le front. Ainsi, le chiffre d'affaires de Renault a été multiplié par 5 entre 1914 et 1918, passant de 54 millions à 250 millions de francs. Les bénéfices bruts déclarés de Schneider et compagnie atteignent un maximum de 40% à la fin de la guerre. Le grand rival de Michelin, les établissements Bergougnan, distribue entre 1914 et 1918 près de 22 millions de francs à leurs actionnaires, avant d'être rachetés par Édouard Michelin. L'entreprise d'André Citroën, située quai de Javel, livre 24 millions d'obus à l'État et réalise une marge bénéficiaire de l'ordre de 40%, qui lui permettra de reconvertir son usine d'obus en usine de fabrication automobile en 1919. Les prix prévus ne sont souvent pas respectés. Ainsi, la commission des finances relève que des obus de 75 sont facturés 14 francs au lieu de 10 francs. Quand on en vend des millions, cela a un impact certain sur les résultats. En Allemagne, une commission parlementaire établit que les 16 plus grandes entreprises houillères et sidérurgiques allemandes ont multiplié leurs bénéfices par au moins 8 entre 1913 et 1917. Près de 3/4 du chiffre d'affaires de Bayer, qui produit notamment le tristement célèbre gaz moutarde, vient de ses productions de guerre. Le futur constructeur automobile BMW se lance en 1917 en fabriquant des moteurs pour les avions de combat. Krupp a plus que doublé ses bénéfices, qui passent de 31 millions de marks en 1913-1914 à plus de 79 millions en 1916-1917. Le fabricant d'armes allemand Rheinmetall a multiplié ses profits par 10 grâce à la guerre, de 1,4 million de marks à plus de 15 millions. L'Humanité, qui est encore un journal socialiste, va assurer la propagande pour la guerre à outrance. Comme, par exemple, cet article de Cachin, en 1915, qui déclare que c'est uniquement sur le champ de bataille que se réglera le conflit. Toute action favorable de nos soldats nous rapproche du but et nous ne pouvons compter que sur eux seuls. Ou cet article de 1917, qui appelle les travailleurs à souscrire pour l'effort de guerre, en rappelant que point de victoire sans canon et point de canon sans argent. Albert Thomas, l'un des signataires de cet appel, était bien placé pour savoir où allait cet argent. Cependant, une timide lueur apparaît quand, en septembre 1915, les pacifistes révolutionnaires se réunissent en Suisse, à Zimmerwald. Ils sont 38, et Lénine dira en plaisantant que les délégués auraient pu tenir dans 2 taxis. La conférence rédigera un manifeste auquel participera Léon Trotsky, appelant à l'union des travailleurs de tous les pays dans la lutte contre la guerre et dénonçant les dirigeants socialistes ayant abandonné leurs idées. En avril 1916 se tient une seconde conférence à Kendal, toujours en Suisse. Elle réunit 44 délégués, une minorité, emmenée par Lénine, propose de transformer la guerre impérialiste en guerre révolutionnaire et de fonder une nouvelle internationale. Le manifeste rédigé à cette occasion se termine par ces mots : à bas la guerre, vive la paix immédiate et sans annexion, vive le socialisme international. L'année 1917 marque un tournant avec la révolution en Russie. D'abord une révolution bourgeoise en février, puis la révolution d'octobre emmenée par les bolcheviks. Un immense espoir s'élève en Europe et plusieurs mutineries éclatent dans l'armée française au printemps et pendant l'été 1917. Elles seront réprimées par Pétain, dont Léon Blum dira en 1937 qu'il est le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires. Le Parti socialiste prend la défense du gouvernement bourgeois de Kérenski et condamne la révolution d'octobre que l'Humanité présente comme un coup d'État. En Allemagne, une grève pour une paix rapide
commence à Berlin fin janvier 1918. Elle s'étend rapidement à l'ensemble du pays. Les dirigeants socialistes Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann et Otto Braun se font élire au comité de grève pour mettre fin le plus rapidement possible au soulèvement. Ils obtiennent gain de cause le 4 février en sauvant le système, car le mouvement de grève dans l'industrie métallurgique représentait une grave menace pour le potentiel militaire allemand. Ebert, qui a bien compris la leçon de la révolution russe, veut éviter une révolution ouvrière en proposant une série de réformes destinées à calmer le mécontentement des ouvriers et des soldats. Les socialistes allemands entrent au gouvernement début octobre 1918. À la fin du mois éclate la mutinerie des marins de Kiel. Le mouvement s'étend à d'autres villes. Des conseils d'ouvriers et de soldats se créent et le mouvement gagne Berlin le 9 novembre. Les soldats veulent la paix et l'empereur doit abdiquer. Le dirigeant socialiste Ebert devient chancelier avec la ferme intention d'éviter une situation révolutionnaire. Il déclare « Je ne veux pas de la révolution, je la hais à l'égal du péché ». Toujours afin d'éviter que ne se reproduise le scénario de la révolution russe, l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Les soldats étant très réceptifs à la propagande révolutionnaire, l'état-major recrute des militaires et des officiers sûrs afin de former des corps francs qui seront chargés de mener la répression sous la direction d'un autre socialiste, Gustav Noske. Celle-ci sera sans pitié, et le 15 janvier 1919, les dirigeants révolutionnaires Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht seront emprisonnés et assassinés. Une conférence internationale se réunit à Moscou début mars 1919 en présence de 52 délégués représentant 21 pays. Officiellement, la France est représentée par Henri Guilbeault et Jacques Sadoul, membres du groupe communiste français de Moscou. Sous l'impulsion de Lénine, cette conférence se transforme en congrès fondateur de la Troisième Internationale, dite Internationale communiste. Un deuxième congrès de l'Internationale communiste, centré sur l'organisation, se tient à Moscou du 17 juillet au 7 août 2020. C'est lors de ce congrès que sont définies les fameuses 21 conditions pour l'adhésion à la Troisième Internationale, car ses dirigeants veulent extirper des partis adhérents ceux qui ont trahi lors de la guerre. C'est d'ailleurs le sens de l'adresse que le Congrès envoie le 23 juillet 1920 au Parti socialiste français en lui reprochant sa mollesse vis-à-vis de ceux qui ont participé à l'Union sacrée. Les critiques sont sans concession et balaient l'ensemble de l'activité du parti. Une 22e résolution concernant l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et le communisme est votée de façon séparée à l'unanimité. En France, la gauche du Parti socialiste est devenue majoritaire à l'automne 1918. Le contenu de l'Humanité avait bien changé. Les 21 conditions avaient été publiées en octobre et la une du 7 novembre 1920 fêtait l'anniversaire de la Révolution russe. Cependant, Frossard et Cachin, qui avaient été reçus à Moscou début juin 1920 et avaient assisté au deuxième congrès de l'Internationale communiste en tant qu'observateurs, présenteront une motion au congrès de Tours qui ne reprendra pas l'ensemble des 21 conditions afin de ménager le centre du Parti socialiste. Cette motion sera le fruit d'un compromis avec les militants emprisonnés, Loriot, Souvarine et Monat, qui préconisaient l'acceptation des 21 conditions. Ceux-ci auraient d'ailleurs dû prendre la tête du parti, mais comme ils s'attendaient à de lourdes condamnations, ils furent obligés de composer avec Cachin et Frossard. Le congrès de Tours a connu des coups de théâtre, comme la lecture de ce qu'on appelle communément le télégramme de Zinoviev, lu le matin du 28 décembre 1920 au nom de l'Internationale et qui est signé par les 17 membres du comité exécutif, dont Rosmer pour la France. Ce document critique la motion Longuet, qu'il trouve, je cite, « pénétrée d'un esprit de réformisme et de diplomatie mesquine et chicanière ». Ils ajoutent, je cite encore, que Longuet et son groupe n'ont aucune envie de faire exception dans le camp des réformistes. Ils ont été et restent des agents déterminés de l'influence bourgeoise sur le prolétariat. Ils estiment donc que, je cite, « l'Internationale communiste ne peut rien avoir de commun avec les auteurs de pareilles résolutions ». C'est aussi l'arrivée, le 29, de Clara Zetkin, qui est à l'origine de la Journée internationale pour le droit des femmes.
Elle vient parler au nom de l'Internationale et apporter les salutations du jeune parti communiste allemand. Elle prononce un discours de 20 minutes au cours duquel elle appelle son auditoire à rompre avec les anciennes pratiques social-démocrates, à bâtir un vrai parti révolutionnaire, à la solidarité avec les travailleurs allemands et à soutenir la révolution russe, attaquée depuis l'intérieur et l'extérieur. Elle reçoit un accueil très chaleureux. 3 motions principales doivent être présentées. Celle de la droite, Blum, Gued et Thomas, qui refusent l'adhésion à la Troisième Internationale. Celle du centre, Longuet et Paul Faure, qui veulent ménager la chèvre et le chou avec une adhésion conditionnelle et qui se sont sentis visés à juste titre par le télégramme de Zinoviev. Et enfin, celle de la gauche, Loriot, Souvarine, Monat, Cachin et Frossard. 2 orateurs retiendront l'attention. Marcel Cachin, qui parlera pour l'adhésion, et Léon Blum, qui s'y opposera. Ce dernier poursuivra ensuite une carrière politique qui l'amènera à trahir plusieurs fois les intérêts du monde du travail, même si ce personnage, issu de la bourgeoisie, savait faire semblant de lever le poing. C'est ainsi qu'il instituera la politique de non-intervention lors de la guerre d'Espagne, alors que les troupes nazies et les fascistes italiens combattaient aux côtés de Franco. Lors des accords de Munich, pour lesquels il votera, Léon Blum écrira qu'il est partagé entre un lâche soulagement et la honte. Pendant l'occupation, il sera jugé lors du procès de Riom. Il se présentera comme un gérant loyal du système capitaliste et déclarera pour sa défense en parlant des grèves de 1936. Je dois vous dire qu'à ce moment, dans la bourgeoisie, et en particulier dans le monde patronal, on me considérait, on m'attendait, on m'espérait comme un sauveur. Les circonstances étaient si angoissantes, on était si près de quelque chose qui ressemblait à la guerre civile, qu'on n'espérait plus que dans une sorte d'intervention providentielle. Je veux dire, l'arrivée au pouvoir d'un homme auquel on attribuait sur la classe ouvrière un pouvoir suffisant de persuasion, un ascendant suffisant pour qu'il lui fît entendre raison et qu'il la décida à ne pas abuser de sa force. Blum aura de dignes successeurs, adeptes de la petite phrase radicale et de la trahison non moins radicale. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Le soir du 5e jour de congrès, à 22h10, l'appel des fédérations du Parti socialiste est terminé. Jules Blanc est à la tribune, où siège aussi Yvonne Sadoul en tant que scrutatrice. Les résultats du vote sont donnés. Blum et Gued ont retiré leur motion et ils ont décidé de quitter le parti. La motion pour l'adhésion à la Troisième Internationale remporte 3208 mandats, auxquels se rajoutent les 44 mandats de la motion Leroy pour l'adhésion inconditionnelle. La motion Longuet réunit 1022 mandats et il y a 397 abstentions et 32 absents. Le 6e jour, les nouveaux adhérents de l'Internationale se réunissent dans la salle du manège, tandis que la droite se retrouve dans une salle de la mairie où elle sera rejointe par les partisans de Longuet. Toutes les fédérations de l'ancien parti, sauf 5 ou 6, sont représentées. Sur les 68 membres de l'ancien groupe parlementaire, il en reste une douzaine. Beaucoup de cadres de l'ancien parti n'ont pas suivi. Dans l'ensemble, le nouveau parti, qui revendique 110 000 membres, 40 000 sont restés au PS, est une organisation de jeunes issus de la classe moyenne, avec quelques îlots ouvriers et de rares points d'appui paysans. Plusieurs rapports sont présentés, dont celui de Maurice Laporte, relatif aux jeunesses du parti, ou celui de Georges Serventier, cimentier de profession, sur la trésorerie. On lit aussi un rapport concernant le journal L'Humanité, qui reste avec le nouveau parti. Les socialistes se rabattront sur le populaire. Un nouveau comité directeur de 32 membres est désigné. La moyenne d'âge est de 40 ans et l'ancienneté dans le mouvement ouvrier est en moyenne de 12 ans. On y trouve 14 permanents de la politique socialiste, élus et journalistes, et 2 ouvriers.
Le congrès se termine le 30 décembre à 17h45 au son de l'Internationale. Cependant, le parti restera encore marqué par son passé et les pratiques de la social-démocratie. Il continuera d'ailleurs de s'appeler Parti socialiste, section française de l'Internationale communiste, et ne prendra le nom de Parti communiste que l'année suivante. En 1922, le 4e congrès de l'Internationale communiste constatera que, je cite, « l'évolution de notre parti français, depuis le socialisme parlementaire jusqu'au communisme révolutionnaire, se perd avec une extrême lenteur qui est loin de s'expliquer par les conditions uniquement objectives, par les traditions, par la psychologie nationale de la classe ouvrière, etc., mais qui est due avant tout à une résistance directe et parfois exceptionnellement opiniâtre des éléments non communistes qui sont encore très forts dans les sommets du parti, et particulièrement dans la fraction du centre qui, depuis Tours, a eu pour la plus grande part la direction du parti. L'Internationale va faire pression pour que le parti devienne réellement ouvrier, en l'obligeant par exemple à présenter 9 ouvriers sur 10 candidats aux élections. Les décisions prises à l'issue de ce congrès sont publiées dans l'Humanité du 7 décembre 1922. Pendant les années suivantes, Staline prendra le pouvoir en Union soviétique et dans l'Internationale communiste. Le jeune PCF s'ouvrira au monde ouvrier. Il se transformera avec ses pages sombres et ses pages lumineuses. Mais tout ceci est une autre histoire. 100 ans après, le congrès de Tours a-t-il encore une actualité? Jetons un coup d'œil rapide sur le panorama actuel. La toute jeune Union soviétique de 1920, qui représentait un espoir pour les travailleurs du monde entier et avait un effet d'entraînement, a disparu. Politiquement, les droites n'ont pas changé et les socialistes d'aujourd'hui sont les dignes descendants de ceux qui entrèrent dans l'Union sacrée en 1914. Même petite phrase faussement radicale et même trahison vraiment radicale. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. À la gauche des socialistes, ce n'est pas la joie. La même ligne qui, à Tours, séparait ceux qui sont prêts à servir le système capitaliste de ceux qui veulent le renverser, traverse le Parti communiste et la France insoumise. Plusieurs petites organisations révolutionnaires coexistent séparément et, malgré leur militantisme, n'ont pas la force suffisante pour influer de façon déterminante sur les mouvements sociaux. Et pourtant, le pillage et l'exploitation de notre planète par le système capitaliste posent clairement la question de la survie de l'espèce humaine. Pas dans 5 ou 10 siècles, non. L'échéance est dans 40 ou 50 ans. Comme il y a 100 ans, se pose la question de la constitution d'un parti qui se donnera comme but de renverser le système capitaliste et de le remplacer par une société socialiste, démocratique et écologique. Comme il y a 100 ans, ce ne sont pas les politiciens professionnels qui pourront réaliser cet objectif. Les futurs membres et dirigeants et dirigeantes de ce parti sont dans les mouvements sociaux. Ils et elles militent dans les entreprises pour défendre leurs collègues et se posent la question de l'organisation politique indispensable pour aller plus loin et gagner définitivement. La tâche est plus compliquée qu'en 1920, car il ne s'agit plus de tracer une ligne à l'intérieur d'un parti déjà existant. Il faut réunir des forces qui sont éparpillées et parfois désorientées. Cependant, ces forces existent, elles s'expriment et représentent notre espoir.